Bonjour tout le monde. Écoutez, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche fait dans une toute petite équipe composée de Béatrice Ben qui fait sa équipe, mais qui a son projet particulier sur la réalité du travail dans le secteur au sein chez les Autochtones, et d'un troisième collègue qui est biologiste et qui est un spécialiste de la foresterie autochtone, un merveilleux projet où vraiment l'interdisciplinarité se matérialise. Alors, simplement pour mettre en contexte, au Québec, 92 des forêts sont du domaine public. C'est donc dire qu'elles sont gérées par l'État. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y a un grand territoire forestier au Québec. Plusieurs changements successifs se sont opérés dans la façon de gérer la forêt publique, notamment à des fins commerciales. Et ces changements-là ont été mués tantôt par des crises, des considérations économiques, mais aussi des considérations écologiques, et c'est important de le rappeler. En 2013, un nouveau régime forestier a été mis en place, et parmi les changements que ce nouveau régime forestier a emporté, c'est que maintenant, toute la gestion non commerciale des activités, donc toutes les activités de reboisement de la forêt après les activités commerciales, ainsi que les activités de préparation de terrain qui mènent à des activités commerciales, sont maintenant gérées par l'État et non plus les entreprises, comme c'était le cas jusqu'en 2013. Alors, nous nous sommes intéressés à la réalité du travail des ouvrières sylvicoles, celles et ceux qui préparent justement le terrain à des fins d'activités commerciales, et celles et ceux qui effectuent des activités de reboisement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prestation de travail des ouvriers sylvicoles est soumise aux aléas de la météo. Ils travaillent au grand vent, sous la pluie, sous la chaleur extrême, mais travaillent aussi au milieu d'un territoire sujet à des feux de forêt. Ces activités-là se déroulent, vous pouvez bien l'imaginer, en région éloignée. Compte tenu de notre climat, c'est une activité qui se caractérise par sa saisonnalité et une rémunération au rendement, à la production. Un taux de syndicalisation existant, mais très faible, et une main-d'œuvre qui vieillit et dont le renouvellement est très difficile compte tenu de la pénibilité des conditions de travail. Une main-d'œuvre de plus en plus diversifiée. On y retrouve une proportion importante de travailleurs issus de l'immigration récente et très spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest, c'est assez particulier, et de plus en plus de travailleurs migrants qui viennent sur des programmes de mobilité, de migration temporaire. La question de recherche de ce projet-là visait à comprendre la relation qu'entretenait ce groupe de travailleurs et de travailleuses avec le droit du travail. Mais ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation du cadre du Better Work, de l'amélioration du travail, pour comprendre la réalité des conditions de travail de ces travailleurs et travailleuses. Alors, nous avons fait une étude de terrain, nous sommes allés à la rencontre des travailleurs et travailleuses, mais aussi d'une pluralité d'acteurs institutionnels, gouvernements, associations sectorielles, employeurs, et nous avons évidemment fait de l'analyse de sources documentaires et avons eu le grand bonheur de faire de l'observation en forêt qui, Béatrice pourra certainement le confirmer tantôt, a été pour nous très révélateur de la réalité du travail sylvicole. Alors, vous voyez un peu, ça, c'est nos séances d'observation en forêt. Vous avez un peu idée de la réalité du travail sylvicole, le travail qui se fait de façon très isolée, et des gens qui habitent dans des camps de travail qui ressemblent à ça pendant plusieurs mois dans l'année et qui se retrouvent à peu près souvent à 200-300 km de grands centres. Et simplement pour se rendre là, il n'y a aucune connexion télécommunication. Il faut avoir vraiment une radio pour être capable d'appeler en cas d'urgence. Donc, on pourrait vous raconter beaucoup d'histoires sur ce voyage, notamment des ponts fermés qui s'écroulaient et autres histoires dans notre pick-up. Alors, quelles sont les contraintes avec lesquelles composent finalement les ouvriers sylvicoles? Bien, je l'ai un peu mentionné, ce qu'on a vraiment noté qu'il y avait une incidence sur leurs conditions de travail, la saisonnalité, une rémunération au rendement, et je veux le souligner, une rémunération qui est largement surdéterminée par des acteurs qui ne sont pas partis à la relation d'emploi, une rémunération qui est déterminée par le gouvernement qui donne des contrats et qui détermine le montant qu'ils donnent aux entreprises pour effectuer le contrat et ce qui aura une incidence sur le revenu qui sera octroyé aux travailleurs et travailleuses. Un important isolement géographique. Les travailleurs travaillent souvent loin de chez eux, sauf pour une région particulière. Pour ceux qui connaissent le Québec, le Bas-Saint-Laurent, les gens reviennent chez eux le soir, mais c'est unique à cette région-là.
Il y a un isolement social, les gens travaillent seuls avec leurs débroussailleuses ou avec leurs arbres à planter dans des sections de la forêt qui leur sont désignées. Alors, on va regarder un peu comment, justement, les changements qui ont été apportés par le nouveau régime forestier ont une incidence sur le risque économique et social des travailleurs-travailleuses, leur degré de subordination et d'autonomie et leur degré d'expressivité au travail. Et ici, c'est important de regarder la question des compétences. On voit souvent ce travail-là comme étant un travail où les compétences, de grandes compétences ne sont pas requises, ce qui est radicalement remis en question par des travailleurs qui considèrent que c'est un travail qui exige des compétences précises et qui, justement, font cruellement défaut dans un contexte de non-renouvellement de la main-d'œuvre. Alors, en matière de risque économique, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, le risque auquel ils font face est demeuré stable et a même augmenté. Les ouvriers sylvicoles considèrent que leurs revenus ont stagné depuis les 20 dernières années et ils doivent débourser d'importants coûts pour travailler, ce qui est une anomalie dans le droit du travail, je dirais dans la mise en œuvre du droit du travail québécois. Ils doivent payer le coût de leurs outils de travail et débourser d'importants montants pour se rendre au camp forestier avec des véhicules qui permettent de se rendre dans un camp forestier. On ne peut pas aller au camp forestier en smart. Il faut aller au camp forestier avec un camion qui permet de sortir de la boue quand on est pris dedans, je vous le confirme. La rémunération au rendement fait l'objet d'une appréciation à géométrie variable. Alors ça aussi, on a été très surpris de constater ça. Les travailleurs plus jeunes, les travailleurs issus de l'immigration qui vont avoir un rythme de travail très, très, très vigoureux, vont pouvoir augmenter leurs revenus par un rendement très intense, alors que la main-d'œuvre plus vieillissante demandait justement qu'on se tourne vers une rémunération à l'heure, à taux horaire, pour justement leur permettre une plus grande longévité dans le secteur. Alors, je ne vous lirai pas cet extrait-là, c'est un extrait avec un représentant syndical qui lui explique qu'il est vieillissant, qu'il travaille dans le secteur depuis près de 40 ans et que à l'époque, plusieurs disaient non, non, je veux ma liberté, je ne veux pas passer un taux horaire, mais qui dit dans cet extrait-là, si on était justement à une rémunération à l'heure, on pourrait durer un peu plus longtemps dans le secteur, donc rentrer cette priorité dans la négociation de conventions collectives, mais qui ne faisait pas l'unanimité au sein des travailleurs et des travailleuses. Le risque au plan de leur santé est demeuré inchangé. Ils déploient des stratégies qui sont absolument non orthodoxes au niveau des risques en matière de lésions professionnelles et d'accidents du travail. Et là, je suis désolée pour le public non québécois, mais il y a énormément d'expressions québécoises dans cet extrait. En fait, ils nous disent on ne peut pas se blesser. Quand on a mal, on met de l'adhésif sur nos genoux, on met de l'adhésif sur nos mains, on met des patchs et on continue parce que je dois finalement préparer toutes ces heures de travail pour avoir accès aux prestations de chômage. C'est mon hiver que je suis en train de préparer. Moi, ça m'a beaucoup bouleversé cette entrevue-là. Je ne peux pas me permettre d'être malade, d'être blessée. Donc, on se tape, on ne déclare pas qu'on a mal. Si tu déclares que tu as mal, on va te mettre en assignation temporaire. Et là, on leur demande, est-ce que tu vas être payé au salaire minimum? Oui, exact, au salaire minimum. Non, 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 tu ne peux pas permettre d'être malade ou blessé. Donc, des stratégies qui sont évidemment de ne pas arrêter de travailler et qui sont extrêmement attentatoires à leur santé. Alors, en matière d'autonomie et de contrôle, il y a là une importante tension parce que, évidemment, les ouvriers disposent d'une importante marge de liberté sur leurs horaires de travail et sur leurs méthodes de travail et chérissent cette liberté-là, qui, de leur point de vue, c'est vraiment un mode de vie pour ces travailleurs-là, la saisonnalité. Ils travaillent très fort pendant 4 mois et après peuvent être à la maison pendant plusieurs mois l'hiver, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leurs parents vieillissants et c'est vraiment une façon pour eux de favoriser la conciliation travail-famille. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, et c'est pour ça que la syndicalisation n'est pas une avenue pour plusieurs groupes de travailleurs, c'est que la façon d'organiser l'horaire de travail va varier selon les caractéristiques sociodémographiques de la main-d'œuvre. Les travailleurs issus de l'immigration viennent de Montréal et vont parcourir 700 km pour aller travailler, ne retourneront pas à la maison avant 30 jours
et travailleront sans discontinuité pendant 27-28 jours pour ensuite retourner à la maison pendant 5 jours, alors que la main-d'œuvre dite locale, issue de la main-d'œuvre issue de la région, va plutôt favoriser un horaire de 5 jours de travail, 3 jours de congé ou encore 4 jours de travail, 2 jours de congé. Et l'employeur va accommoder ces différents horaires de travail en fonction des besoins. Les travailleurs ont peur de perdre cette flexibilité face à une campagne de syndicalisation, surtout les travailleurs issus de l'immigration. Sur la question de l'expressivité, je l'ai mentionné tantôt, le travail syndical exige des compétences qui ne sont pas reconnues et notamment des compétences pour ne pas se blesser. Et j'insiste vraiment là-dessus, il faut savoir comment travailler parce que quand on travaille avec une scie, on peut se couper un membre et ce n'est pas vrai que ça n'exige pas de compétences, ce travail-là. Les ouvriers syndicaux estiment que leur voix au travail, j'ai pas une coquille, je m'en excuse, s'exprime par leur marge de liberté dans la façon dont ils organisent leurs prestations de travail. Et la syndicalisation, donc cette voix collective qui pourrait s'exprimer via la syndicalisation, est perçue d'un très bon œil par la main-d'œuvre dite locale. Vous avez un extrait ici. Des fois, ils donnent un prix, tu travailles, tu vois, ça ne marche pas, je ne fais pas d'argent. S'il y avait un syndicat, il plaiderait pour nous, il parlerait pour nous plus fort. Alors que pour d'autres, c'est une fin de non-recevoir la syndicalisation parce que ça poserait trop de contraintes. Pour plusieurs, la meilleure stratégie quand les conditions de travail ne leur conviennent pas est l'exit, c'est-à-dire changer d'emploi, changer d'employeur. Alors, j'ai envie de conclure avec 2 citations pour expliquer un peu ce va-et-vient entre leur appartenance au secteur et leur volonté de poursuivre malgré les risques économiques et les risques de santé auxquels ils font face. Alors, un travailleur nous dit « J'ai suivi un cours de technicien forestier. J'ai travaillé 3-4 ans dans la foresterie comme technicien, comme contremaître. » Donc, on comprend ici, ce sont des emplois dans le même secteur, mais des emplois qui exigent davantage de qualifications et qui sont moins pénibles. Après ça, j'ai travaillé pour une municipalité comme personne experte. J'ai été sur l'opération de camp. Là, on leur demande, mais pourquoi vous êtes revenus dans le débroussaillage? Hein? Nous, on avait l'impression qu'on était face à une démarche de mobilité professionnelle. On est à l'air libre, on est tranquille. Disons que le boss, le patron n'est pas toujours après nous. Le foreman, donc le contremaître, va venir une fois de temps en temps, mais c'est tout. Le sentiment qu'une marge de liberté vis-à-vis de l'organisation du travail qui était précieuse et qu'il n'était pas prêt à concéder. Et cet extrait-là est archétypal de ce que plusieurs travailleurs nous ont dit. Moi, j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé une entreprise dans le secteur manufacturier. J'ai essayé de travailler dans une entreprise alimentaire. Là, ça travaillait une journée, puis ça ne travaillait pas 3 jours. Donc, j'ai ramassé mes trucs et je suis revenue ici. Ici, c'est sale, c'est laid, les chemins ne sont pas beaux, mais au moins, il y a du travail. Donc, la raison principale, c'est qu'il y a du travail. Donc, vous voyez, il y a vraiment c'est la rencontre de ces 2 préoccupations-là d'être capable de travailler de façon soutenue pendant une période réduite de temps durant l'année, avoir accès à des prestations de chômage ou encore avoir envie d'organiser son travail librement sans le carcan imposé par l'employeur parce qu'on considère que dans la plupart des autres emplois qu'on peut occuper, il y a justement une difficulté à exprimer sa voix, à avoir du contrôle sur son travail, au risque de quoi? Au risque de sa santé et à certains risques économiques auxquels on fait face. Donc, quand on parle dans cette grille d'analyse de l'amélioration du travail, des compromis ou des trade-offs, cette recherche-là, pour moi, est un exemple patent de certains trade-offs entre certains compromis entre les dimensions que les travailleurs font. Et là, la question qui se pose, c'est comment les acteurs doivent réagir vis-à-vis de ces compromis pour justement prendre en compte le point de vue, les intérêts, les besoins des différents groupes de travailleurs et ajuster l'organisation du travail en conséquence. Ce qui est important aussi de comprendre, et c'est une dynamique de la saisonnalité au Québec qui est vraie dans la foresterie, mais qui est aussi vrai dans d'autres secteurs, les pêches et autres, c'est que c'est un mode de vie. C'est le mode de vie, la saisonnalité. Et pour ensuite avoir accès aux prestations d'assurance-emploi, il faut travailler un certain nombre d'heures, il faut cumuler un certain ratio d'heures assurables. Et ça, vraiment, il y a des expressions très folkloriques au Québec autour de ça.
qui organise vraiment non seulement la prestation de travail, mais aussi les conditions de vie autour de cette prestation de travail-là. Ce qui est important de voir dans ce secteur-là, et je vais conclure là-dessus, c'est que les contraintes qui sont liées au système d'emploi, dans la rémunération au rendement, la saisonnalité, fait en sorte que ces travailleurs-là ne se perçoivent pas comme des salariés. Ils se perçoivent comme des travailleurs autonomes. Et c'est comme ça qu'ils interagissent avec leurs employeurs, alors que pourtant, le cadre, la structure du travail est fondamentalement posé sur un modèle de salariat. Je veux aussi parler de la réalité, je conclue vraiment là-dessus, de comment la tension sur une certaine segmentation du marché du travail dans certaines régions rend possible ce genre de compromis, ce genre de trade-off, et comment l'insécurité du marché du travail dans certaines régions pour certains groupes de travailleurs et travailleuses, et là, je pense notamment à mes travailleurs immigrants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, qui ont eu beaucoup de difficultés à pénétrer le marché du travail urbain en se trouvant des emplois de qualité, utilisent ces stratégies-là pour parvenir justement à un revenu décent au péril de leur santé physique, au péril aussi d'une certaine organisation travail-famille pendant les périodes de travail. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.